Bonjour et merci pour cette invitation à discuter de l'endoscopie. Dans ces diapositives, nous allons tenter d'avoir un aperçu rapide de l'endoscopie spinale et des connaissances de base nécessaires pour débuter euh, dans ce domaine. Cette technique n'est pas nouvelle, mais elle est très en vogue. Je n'ai pas d'informations à divulguer et c'est ce que vous obtiendrez en me contactant. J'adore cette citation car elle évoque pour moi un parcours de chirurgien que j'ai vécu et que beaucoup parmi nous ont traversé. Vous savez, lorsque vous cherchez à découvrir de nouvelles techniques qui pourraient vous permettre de fournir à vos patients les soins les plus optimaux pour les pathologies de la colonne vertébrale. Dans mon cas particulier, j'ai essayé, vraiment essayé, j'ai suivi quelques formations pour acquérir des connaissances sur les nouvelles techniques disponibles à l'époque. Je suis donc allé, par exemple, à Sao Paulo pour apprendre l'accès latéral avec le DOR, Luis Pimenta. J'ai ensuite essayé d'appliquer cette même technique à la chirurgie complexe à San Diego avec le Dr Mundis, et puis il y a eu l'endoscopie et je l'ai fait en Allemagne. Je pense qu'en fin de compte, nous avons tous essayé de trouver ce qui fonctionne pour nos patients et pour nous, et nous faisons comme un tout. Nous formons un tout. Nous avons beaucoup de techniques que nous pouvons utiliser. Nous essayons de donner le meilleur résultat pour la pathologie donnée. Et je pense que l'endoscopie est juste. C'est un autre outil que nous pouvons utiliser pour aider nos patients à guérir des pathologies de la colonne vertébrale. Il faut des cas très sélectionnés, comme nous le verrons. Mais comme je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas une nouvelle technique. Elle existe depuis de nombreuses années, au début des années 30. Elle a été décrite par Bormann. Les premiers cas utilisant une vue directe de la colonne vertébrale avec faisant quelques mulascopies. Ensuite, un système appelé spinoscope a été développé par Stern et le Dr Poole l'a utilisé pour accomplir exactement ce que Berman avait fait auparavant. Ce sont les toutes premières étapes, il y a longtemps lorsque l'endoscopie a commencé à se développer. Il y a eu quelques essais percutanés initiaux par Cambin, Samson et Ikikata au début des années 70. Plus tard, alors que cela devenait de plus en plus courant, les chirurgiens ont commencé à s'intéresser davantage à cette technique. En 1988, le tout premier rapport sur l'utilisation d'un endoscope pour obtenir une vue directe de la colonne vertébrale a été publié. Puis, en 1999, il y a eu le premier retrait de disque vertébral avec un système qui n'est pas l'endoscopie telle que nous la connaissons, mais qui ressemble davantage à l'arthroscopie, avec des lentilles et des pompes à eau. Mais c'était le premier cas où nous avions documenté la disceptomie M avec une vue directe. C'est vrai? C'est donc en 1990 que le premier système endoscopique a été mis au point par John. Dans le même temps, Casper a également développé la chirurgie tubulaire. Puis Foley a réalisé la première dissectomie tubulaire. Il y a donc une évolution des techniques, comme c'est généralement le cas. Et dans ce cas, en 1996, Anthony a la première documentation sur l'utilisation de deux pores en essayant d'améliorer les techniques endoscopiques de l'époque. C'est la vue globale d'un endoscope. Et si vous regardez à l'intérieur, il semble avoir une forme tubulaire, mais en réalité, il a une forme ovale à son extrémité à la pointe. Et ces instruments sont insérés dans un manchon de travail. Ce manchon est circulaire. Ainsi, il y a toujours un espace entre la canule de travail et l'endoscope. Cet espace nous aide à prévenir les augmentations de pression dans le canal rachidien. C'est comme un système de protection. Il y a donc beaucoup de pression à l'intérieur. De plus,
Si vous pouvez voir le grand trou au centre de l'endoscope, c'est pour que les instruments entrent et vous avez la caméra et le canal d'irrigation à la périphérie. Cela permet au système de fonctionner de manière circulaire. Ainsi, si vous déplacez votre endoscope autour du canal de travail, la caméra tourne également et vous pouvez avoir différentes vues autour de la colonne vertébrale une fois que vous êtes à l'intérieur de la moelle épinière. Nous avons le canal de travail en haut. À côté de l'endoscope, il y a un canal d'irrigation, puis le câble d'éclairage et l'attache de la tête de caméra. Voilà comment cela fonctionne. Et l'un des outils les plus importants, outre l'endoscope, est la radiofréquence. Donc, l'ablation par radiofréquence utilise une sonde que l'on peut pousser. Vous la poussez et elle devient de petites bandes. Vous pouvez également vous déplacer de façon circulaire et faire le tour du tissu, la vue que vous avez en ce moment, et cette flexibilité vous permet d'avoir une liberté de mouvement et vous pouvez l'utiliser aussi pour palper et faire le tour de l'espace dans lequel vous travaillez. Il existe différents types d'outils d'ablation. Celui que vous voyez sur l'image est l'un des plus courants et il s'améliore de plus en plus avec le temps, plus facile à utiliser. Donc dernièrement, si vous allez à une convention sur la colonne vertébrale ou même sur l'orthopédie ou la neurochirurgie, on parle d'endoscopie et il y a beaucoup d'exposés et ils ont leur propre bloc d'exposés. Et on peut se demander pourquoi, s'il s'agit d'une technique si ancienne qui a été décrite pendant presque plus de 80 ans, pourquoi revient-elle maintenant? Parce que vous pouvez voir que les publications augmentent d'année en année. Et c'est juste cet arrêt sur le 2020, comme cette année devrait être beaucoup plus. Et qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi cela revient-il maintenant? Je pense que c'est plus seulement une tendance passagère, c'est probablement l'évolution naturelle des soins de la colonne vertébrale. Nous sommes légèrement en retard par rapport à d'autres spécialités en ce qui concerne l'utilisation de la vue directe pour traiter des pathologies, car il y a la chirurgie générale ainsi que la chirurgie du nez, de la tête et de la gorge. Ils ont tous des vues directes depuis très longtemps et pour de nombreuses années, et nous venons à peine de commencer à l'utiliser de manière vraiment significative dans nos médias. Nous venons tout juste de l'adopter de manière importante dans nos médias. Pourquoi cela? Eh bien, il y a eu une demande croissante de la part des patients, car ils sont au courant de toutes ces techniques dans d'autres spécialités qui permettent des procédures moins invasives, et nous voulons leur offrir ces options. De plus, cette technique, comparée aux méthodes traditionnelles, nous donne la possibilité de réduire les coûts et de profiter d'un rétablissement beaucoup plus rapide qu'avec les techniques conventionnelles. C'est toujours quelque chose que les patients recherchent, et nous sommes désireux de leur offrir cela. En général, par rapport aux procédures microscopiques qui constituent actuellement la référence, elles causent légèrement plus de lésions musculaires, de résections osseuses, et ce qui est crucial pour moi, de cicatrices épidurales. En effet, lorsque vous avez une vue directe, vous pouvez être plus prudent avec les structures neurales, vous pouvez être plus méticuleux avec la dissection, ce qui aide grandement à la cicatrisation. De plus, les incisions sont si petites que, généralement, lorsque vous devez effectuer une révision, cela devient plus facile. C'est comme si vous n'aviez pas beaucoup de cicatrices, c'est comme si vous opériez le patient, disons, 3 ou 4 mois après 2 semaines. Et la chirurgie, c'est juste pas aussi dur que ça le serait avec le tissu cicatriciel. Ensuite, les procédures microscopiques ont un peu plus d'état hospitalier et un besoin accru d'analgésiques post-opératoires. Je pense donc qu'aujourd'hui, l'objectif de notre chirurgie est d'essayer de minimiser les lésions liées à l'axe, ce qui va de pair avec les lésions musculaires, la cicatrisation et la douleur. La résection osseuse, car ça m'est malheureusement arrivé une fois où j'ai fait la chirurgie traditionnelle. Et si l'os est fragile ou petit, alors vous pouvez avoir des facettes. Vous pouvez endommager la facette et créer une certaine instabilité, et vous ne voulez pas que cela arrive. Avec ce type de technique, les incisions sont si petites que l'on est directement à l'endroit souhaité. Il faudrait alors faire beaucoup de résections et risquer d'endommager ou de créer une instabilité iatrogène. N'est pas aussi simple ou facile que l'autre méthode.
Il existe une abondance de documentation qui compare ces deux techniques, telles que la microscopie et l'endoscopie, pour diverses pathologies. Par exemple, la pathologie la plus étudiée est bien sûr la hernie discale lombaire. Cependant, vous trouverez aussi des descriptions sur la manière dont il compare la sténose lombaire et les cas cervicaux. Et vous pouvez constater qu'il y a un peu plus d'avantages à utiliser l'endoscopie. Ce n'est pas un avantage énorme à long terme, car nous avons souvent des patients qui se présentent généralement avec le même résultat réel, résultat basé sur le patient avec les deux techniques. Cependant, une fois que vous vous êtes bien familiarisé avec la technique, vous pouvez voir que votre vie pourrait devenir plus facile lorsque vous essayez de réaliser ce type de chirurgie. Par exemple, dans cette image, nous pouvons observer comment la vue change énormément avec le microscope ou chirurgie microscopique. Et comment vous voyez la différence avec la chirurgie endoscopique complète. Pourquoi cela? Parce qu'avec la chirurgie microscopique, vous avez une vue où le sang est visible. Il est nécessaire de gérer la coagulation et il y a beaucoup de saignements. Avec l'endoscopie complète, l'irrigation à l'eau est essentielle car elle vous permet d'obtenir cela vous aide à obtenir une certaine pression dans le saignement, comme La pression de l'eau permet d'arrêter le saignement. Et cela vous donne aussi un peu d'aide pour la dissection et la vue des différentes structures dans lesquelles vous travaillez. Aussi, si la microscopie est un peu moins libre de mouvement, une fois que vous êtes à l'intérieur du canal rachidien, vous ne pouvez pas vous déplacer comme vous pouvez le faire avec l'endoscopie, parce qu'avec l'endoscopie, vous avez la position de l'œil près de la pathologie et vous avez cette forme circulaire pour vous déplacer à l'intérieur. Cela vous donne une vue d'ensemble de 360 personnes. Vous regardez, c'est différent avec la microscopie parce que vous devez tout voir d'en haut et la vue est un peu beaucoup différente dans mouvement, dans la liberté de mouvement et en essayant de travailler autour de l'espace. Donc en comparaison, l'avantage le plus important est qu'il y a moins de traumatisme des tissus mous, moins de perte de sang, moins de dommages à l'approvisionnement en sang du PDR et moins de cicatrisation et de fibrose. Les séjours à l'hôpital sont plus courts et la reprise du travail est plus rapide. Parfois, il faut en tenir compte. Les séjours hospitaliers plus courts ne sont peut-être pas aussi réels parce que, je veux dire, nous avons les problèmes avec les compagnies d'assurance qui, par exemple, ici au Mexique, ils doivent rester, disons, 24 heures pour qu'ils puissent ensuite utiliser leur assurance et obtenir la procédure couverte. Et j'ai entendu dire que d'autres pays avaient des problèmes similaires. Les séjours à l'hôpital ne sont donc pas rapportés comme ils devraient l'être. Si je le pouvais, je ferais ces endoscopies en ambulatoire pour éviter aux patients de rester à l'hôpital. Mais je ne peux pas à cause de la couverture d'assurance. Mais je pense que le problème devrait être pris en compte quand vous lisez un article. Mais je crois que d'après mon expérience, la guérison est plus rapide. Ils nécessitent moins d'hospitalisation, moins d'analgésiques et ils peuvent retourner au travail plus rapidement. Et comme nous en parlions, l'avantage de l'irrigation, elle vous aide énormément à créer cet effet hémostatique. Et l'année dernière, lors de la réunion sur la colonne vertébrale, il y a eu une vaste série de cas. Et en conclusion, ils ont déterminé que l'avantage à long terme de la microscopie par rapport à l'endoscopie n'était pas aussi évident dans les chiffres qu'il ne l'était dans ce que nous pensions à ce moment-là. Mais, sur cette diapositive, il y avait une comparaison entre les infections et les cas microscopiques. Parmi les 300 cas, il y a eu 4 infections, tandis que l'endoscopie n'a montré aucune infection. Donc, je pense que pour ces 4 patients qui ont eu une infection, ils préféreraient, et les chirurgiens préféreraient,
aussi qu'il n'y ait aucune infection. L'avantage d'une absence d'infection ou d'un risque d'infection très faible est considérable. Je pense que c'est un grand point d'essayer de réaliser cette procédure. Euh, Quand c'est bien indiqué, nous avons divers systèmes. Nous avons l'endoscopie complète, semblable à l'endoscope que je vous ai montré. Tout se fait par un seul canal de travail pour la vue et l'utilisation des instruments. Ensuite, nous avons l'endoscopie biportale, où la caméra et les instruments sont utilisés séparément. Cela permet plus de mouvement, et aussi la micro-endoscopie. Je l'ai mentionné parce qu'elle existe, mais c'est comme un mélange entre la tubulaire et l'endoscopie parce que vous avez un grand canal de travail qui est fixé et vous pouvez utiliser vos deux mains pour travailler. Il n'y a pas d'entrée d'eau car le trou est très grand. On a donc une vue microscopique, mais on a un peu de mouvement endoscopique et de liberté. Et c'est comme un mélange ici. Vous pouvez voir la taille du canal de travail de la micro-endoscopie par rapport à l'endoscopie complète et à l'outil biport. Des endoscopies complètes ou uniportales. L'endoscopie portale consiste à utiliser un seul canal de travail pour déplacer la caméra et utiliser les instruments. Donc, c'est pourquoi c'est un peu complexe. Lorsqu'on s'habitue à cette technique, il faut apprendre à déplacer indépendamment la caméra, les instruments et le canal de travail au même endroit. Cela vous permet généralement, par rapport à la technique biportale, d'avoir moins de mouvement à l'extrémité distale de ces instruments. Mais l'avantage est qu'il n'y a qu'un seul point d'entrée. Il y a donc moins de dommages collatéraux au tissu. Et, puisqu'il s'agit d'un si petit espace de travail, vous avez aussi limitation dans l'implantation du dispositif. Il existe maintenant de nouvelles cages qui sont extensibles et que l'on peut utiliser dans ces canaux de travail. La technologie progresse donc, mais ce n'est pas un CCF aussi microscopique. Et par portail, comme nous l'avons vu sur l'image, vous avez deux canaux de travail. Il y a un pour l'endoscope, la caméra, et l'autre pour les instruments. Il existe également l'utilisation indépendante de l'endoscope et du contrôle, offrant ainsi davantage de degrés de liberté. Cela rend donc l'apprentissage plus aisé pour tous les chirurgiens ayant une expérience en arthroscopie, car vous disposez des mêmes techniques de triangulation. Et on se sent généralement beaucoup plus à l'aise en utilisant cette endoscopie biportale. La différence entre l'arthroscopie et la micro-endoscopie est que l'on se trouve dans un espace restreint. Vous êtes à l'intérieur d'une articulation. Et ici, le point où vous devez être est beaucoup plus petit que, disons, un genou ou une hanche, et vous avez plus de liberté parce que vous n'avez pas de contraintes autour. C'est donc une bonne chose d'avoir un plus grand degré de liberté. Mais c'est aussi un peu plus risqué parce qu'on peut être dans le mauvais espace. Il faut vraiment contrôler ça. Vous utilisez plusieurs portails pour endommager plus les tissus. C'est généralement pas beaucoup, mais plus qu'un seul portail. Et dans ce petit espace, vous avez une capacité limitée pour implanter des dispositifs. La micro-endoscopie que nous avons vue est grande et tubulaire. Vous avez un canal de travail avec plusieurs instruments utilisables simultanément. En tant que chirurgien, vous avez les mains libres, car le canal de travail est fixé à la table. Mais vous bénéficiez aussi de l'irrigation à l'eau et de moins de dommages au tissu. Et elle ressemble un peu plus à la chirurgie tubulaire. Avec cette endoscopie, nous pouvons traiter toutes les zones de la colonne vertébrale, comme les colonnes cervicales, thoraciques et lombaires. Pas toutes les pathologies, mais nous pouvons travailler sur toutes les anatomies de la colonne vertébrale. Et il existe de plus en plus de littérature et d'articles qui s'efforcent de démontrer les avantages liés à l'utilisation de ces techniques dans diverses pathologies touchant l'ensemble de la colonne vertébrale. Cependant, en fin de compte, ce que nous devons rechercher lorsque nous prenons la décision d'utiliser cette technique et ensuite que nous devons choisir l'approche, c'est d'essayer d'opter pour celle qui est la plus simple et la plus efficace pour ce cas particulier, afin d'obtenir un meilleur taux de réussite. Parce que certains des problèmes qui surgissent lorsque vous commencez à travailler avec cette technique,
c'est que il y a là, la courbe d'apprentissage, comme nous le verrons plus tard, est importante. Donc, vous devez avoir de bonnes connaissances, une bonne formation, et ensuite un bon cas et une bonne décision pour savoir quelle approche et quelle technique utiliser. Quelle approche et quelle technique utiliser. Vous avez déjà pensé à la chirurgie endoscopique de la colonne vertébrale. Nous avons donc différentes approches. La plus courante, c'est transforaminale et interlaminaire. Interlaminaire est la plus facile à utiliser si l'on parle d'un point de vue anatomique, car c'est comme comparer la chirurgie ouverte à la chirurgie microscopique. La vue est la même, tandis que la transforaminale présente une anatomie distincte. Elle passe par le triangle du cambium, et il est nécessaire de réaliser quelques cas ou suivre beaucoup de formations pour bien s'adapter à cette anatomie. Cependant, une fois que vous avez acquis une solide connaissance de l'anatomie, il devient plus facile de réaliser la transforaminale par rapport à l'interlaminaire. La transforaminale peut aussi être divisée de plusieurs manières pour essayer de réaliser, car nous pouvons aller en extraforaminale, foraminale ou simplement aller au centre. Et fondamentalement, ces approches doivent être utilisées. Le chirurgien devrait être habitué. Un chirurgien doit maîtriser les deux approches. Ainsi, vous pouvez traiter toutes les pathologies et avoir, si vous travaillez, vous pouvez obtenir la meilleure alternative ou le meilleur choix pour aborder la pathologie intestinale. Les deux. Les deux approches sont bonnes, mais pour des types différents, par exemple les hernies. Ce sont des techniques qui fonctionnent bien quand elles sont bien appliquées. La technique interlaminaire est plus récente. La technique transforaminale a été décrite en premier. La technique interlaminaire a été décrite en 2006 et l'incision est paramédiane, proche de l'apophyse épineuse. Et c'est l'application la plus large parce qu'il y a beaucoup de mouvements. Mais elle est surtout utilisée dans les hernies intracanalaires. Elle est également utilisée dans les hernies calcifiées migrantes et aussi dans les problèmes de sténose foraminale de la colonne cervicale ou de disque mou. Et le rachis interactif est bon pour le flavum hypertrophique ou l'ostracyte. Et comme vous pouvez le voir sur cette image, il y a beaucoup de... L'endoscope est libre en bas. Il y a donc beaucoup de mouvements. C'est donc ce qui est difficile à contrôler. La transforaminale a été la première à être décrite, à être utilisée dans le triangle de Cambing. Et vous avez, ici c'est le cas, lorsqu'on l'utilise, sa capacité à traiter tous les récessus latéraux ou les sténoses centrales est limitée. Les problèmes, parce qu'il est difficile de traiter tous les ou d'avoir une meilleure vue de toutes les faces et du flavum. Et dans cette méthode, avec cette technique, c'est plus facile, vous voyez, si vous utilisez l'approche transformante, vous pouvez avoir plus de contrôle sur l'endoscope, car il est un peu plus stable que l'approche interlaminaire. C'est pourquoi on s'y habitue plus facilement, car il n'y a pas beaucoup de mouvements. Je veux dire, vous pouvez avoir beaucoup de mouvements si vous choisissez l'extraforaminal, car vous ne serez pas fixé à une structure. Mais quand on utilise la technique inside-out, c'est la première décrite, on est ancré au disque puis au foramen, contrairement à l'outside-in. Dans cette méthode, vous commencez à l'extérieur du foramen. Vous êtes donc un peu dans la terre. Même là, vous avez beaucoup de mouvements avant d'entrer dans le foramen. Donc, habituellement, avec cette technique de l'extérieur vers l'intérieur. La méthode décrit que vous devez faire la flaminoplastie. Il est nécessaire d'ouvrir l'espace en utilisant la fluoroscopie avec un bord. Ensuite, on peut introduire l'endoscope à l'intérieur. Il y a une autre méthode qui est moitié-moitié. Cela s'appelle moitié-moitié. Dans ce cas particulier, vous essayez de rester dans l'anneau postérolatéral. Parce qu'en allant à l'intérieur, vous vous dirigez vers le disque, comme je le fais. Et en allant à l'extérieur, vous vous dirigez vers l'extérieur, à l'extérieur du foramen. Et dans l'autre moitié, vous vous dirigez vers le disque, vers les animaux. Et ensuite, vous pouvez passer à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, c'est celui que je préfère le plus. Vous voyez ici une description graphique. Donc, à l'intérieur, comme vous le voyez, l'endoscope est dans le disque. Vous pouvez essayer d'obtenir des fragments à l'intérieur ou un petit peu qui passent à travers l'anneau, de l'extérieur vers l'intérieur. Vous voyez sur l'image que la facette est coupée. Elle est un peu coupée. Voilà.
commencer. Donc vous pouvez commencer par, peut-être si vous avez une hernie extraforaminale, c'est plus facile sur ce, la technique. Vous pouvez commencer par là et vous déplacer vers l'intérieur. Il y a aussi la technique moitié-moitié qui consiste à rester dans les animaux et à aller à l'intérieur ou à l'extérieur. Vous avez donc ce choix, mais cela, rappelons-le, doit être choisi quand vous avez déjà votre cas décidé. Et vous devez le savoir à l'avance, parce que vous devez choisir en fonction de la localisation de la hernie dans ce cas. Et c'est là où se trouve la clé du succès de votre opération. C'est ici. C'est la manière dont vous identifiez votre patient avec la fluoroscopie et la peau ainsi que les marques. La ligne verte indique la pointe de l'apophyse épineuse. La ligne rouge représente l'articulation des facettes. C'est là qu'il faut tenter d'entrer dans l'espace latéral du disque en se basant sur la ligne EP qui marque l'espace discal. Et c'est comme la vue anatomique. Une fois que vous êtes à l'intérieur, les croix sur la partie inférieure de l'image et le disque, les trois flèches, elles marquent un ligament de traverse et la grande flèche marque l'espace épidural. Cette approche transformatrice est donc la meilleure pour les hernies discales lombaires, foraminales et extraforaminales et les sténoses foraminales. Vous pouvez l'utiliser une fois que vous avez l'habitude de le faire pour certaines hernies paracentrales centrales à migration basse. Je pense que c'est bon pour la colonne thoracique et de nombreuses pathologies. La partie haute de la colonne lombaire est plus sûre car l'espace interlaminaire est assez petit. Il nécessite beaucoup de résection osseuse. C'est donc une bonne technique pour les lombaires supérieurs. Comme mentionné, nous pouvons l'utiliser pour les hernies discales lombaires. C'est le cas le plus étudié pour la hernie discale. L'utilisation de l'endoscopie de la colonne vertébrale. Et nous avons l'avantage de temps opératoires plus courts, moins de médicaments contre la douleur post-opératoire et un retour au travail plus rapide, ce qui est crucial. Et au début, le temps de réparation plus court n'est peut-être pas comme décrit. Un article de Rutten publié en 2000, je crois. Une fois habitué à la technique, on atteint ces temps et on peut l'utiliser pour la sténose spinale lombaire. Et pour moi, ça a vraiment été un changement de pratique. Dans mon cabinet parce que je suis maintenant capable de traiter des patients que je ne pourrais pas traiter autrement. Je ne proposerai pas d'approche chirurgicale. Par exemple, un patient âgé de plus de 80 ans avec une insuffisance rénale chronique et il souffrait d'une maladie cardiaque et avait besoin de... Non. Le trainer me... Par exemple, j'avais un patient de 80 ans avec insuffisance rénale chronique, dépendant d'un stimulateur cardiaque pour un problème cardiaque. Il pouvait marcher que 5 minutes ou 3 blocs avant de s'arrêter. Il avait déjà des thromboses veineuses et d'autres soucis, ainsi que la maladie de Parkinson. C'est un patient pour qui je ne proposerai pas de chirurgie ouverte pour décompression de la colonne vertébrale. Mais j'ai réalisé une endoscopie et il s'en est sorti vraiment très bien, a commencé à marcher beaucoup plus. Il a aussi commencé à mieux dormir car il devait se réveiller la nuit pour aller aux toilettes 6 fois par nuit. Ensuite, il s'est amélioré et ne se réveillait plus qu'une seule fois. Donc, des patients comme celui-ci, avec le vieillissement de la population, je pense que nous aurons plus d'applications pour l'endoscopie, pour la sténose spinale, et nous avons de meilleurs résultats que la technique ouverte. Donc pour moi, c'est un grand point où l'endoscopie est terminée. Les techniques microscopiques et les endroits où nous avons beaucoup d'articles sont publiés en Asie, en particulier en Corée. Il y a donc beaucoup d'articles de ce pays et tous démontrent que la sténose rachidienne peut être traitée par endoscopie avec de meilleurs résultats que la laminectomie.
et ils utilisent beaucoup le système biportal. Je pense qu'avec le système biportal, on peut en fait, dans les cas d'astinose, aller plus vite et peut-être le faire en moins de temps avec le même résultat que le seul portail. Aux États-Unis, nous avons aussi des documents et nous avons plus de preuves qu'ils font mieux que la chirurgie ouverte. La seule différence est que la durée de l'intervention est plus longue, mais je veux dire que je pense que ça dépend du centre où l'article a été fait. Il y a des rapports de spondylolisthésis lombaire. Donc ici, il doit être stable, car le but est de décompresser, enlever les hernies et créer de l'espace pour la compression. Pour la compression, dans ce cas, la spondylolyse instable n'est pas recommandée comme la maladie du segment adjacent, c'est aussi pour les pathologies stables. Les pathologies instables du segment adjacent nécessitent une fusion, mais les cas stables pourraient être aidés par la décompression endoscopique. Et cela fera une grande différence pour ces patients, et pour la disectomie cervicale et l'aminotomie, vous pouvez également utiliser l'endoscopie. Il y a beaucoup de publications, Allemagne et Norvège, principalement où vous pouvez voir des résultats qui obtiennent plus de preuves et de résultats que l'endoscopie est plus performante à la fin qu'au début. Que la CDF, mais il est crucial de noter que pour beaucoup de ces articles, quand on retourne voir le patient, on présente les résultats à la fin, le suivi. Les différences ne sont pas nombreuses. Cela concerne surtout les premières étapes, le séjour à l'hôpital, la durée de l'opération et l'usage d'analgésiques. Il y a aussi des cas récents de laminotomie cervicale par rapport à la laminoplastie classique. Nous avons également des preuves de bons résultats. Une des choses importantes à considérer est la courbe d'apprentissage. En réalité, cette courbe est plus raide et plus complexe, surtout lorsque l'on doit s'habituer à toutes les nouvelles techniques liées à la colonne vertébrale. Comme nous l'avons déjà mentionné, le transformateur est difficile à appréhender au départ. Cependant, une fois que vous l'avez bien compris, il devient plus aisé à maîtriser. À l'inverse, l'interlaminaire est plus simple à comprendre initialement, mais il se révèle plus difficile à maîtriser par la suite. Mais l'utilisation de l'interlaminaire est bien plus cruciale que pour le transport de munitions. Il faut s'habituer aux deux. Je pense que la chose la plus importante est de prévenir les complications dues à la courbe d'apprentissage. Au début, il est donc recommandé d'avoir une formation adéquate et de bien sélectionner les cas. Vous saurez ainsi quelle approche adopter. Il faut bien comprendre cela avant de se lancer dans la chirurgie. Et ça n'est réalisable qu'avec une formation et une supervision rigoureuse. Au début, pour les 30 premières opérations, une supervision est nécessaire, car même si ce n'est pas obligatoire, c'est plus sûr. Et comme on me l'a enseigné pendant ma formation, commencez toujours par des cas de L5 Swan. Car c'est le défi, vous avez la plus grande ouverture et de nombreuses structures mobiles bien définies. Le meilleur scénario pour étudier cela est donc de passer par L5 Sun avec une supervision pour les premiers cas. Et vous avez besoin de beaucoup de formation, mais une fois que vous avez passé le cap, les résultats sont excellents. Il faut également prendre en compte le fait que n'est pas utilisé. La plupart de ces articles, la Corée et l'Allemagne, aux États-Unis, sont produits par des centres qui maîtrisent parfaitement cette technique. Il s'agit centres spécialisés en endoscopie vertébrale. Par exemple, les publications du Dr Rutten et de cet hôpital, l'hôpital Santana, les chirurgiens traitent 7 à 8 cas par jour. Le volume est donc énorme. Et une chose que nous devons essayer de comprendre est si ces résultats peuvent être appliqués en pratique générale, je pense que c'est possible. Mais il y aura certainement une différence. Mais nous pouvons obtenir ces mêmes résultats une fois que nous avons maîtrisé la courbe d'apprentissage. Je pense que c'est la chose la plus importante à faire. Ensuite, vous pourrez appliquer
ces approches et ces techniques en toute sécurité et obtenir les mêmes résultats que les grands centres qui publient. Et l'autre chose dont nous avons besoin, soutien des entreprises. Donc, je pense qu'en ce moment, cette technique reçoit beaucoup d'importance dans les réunions. Les entreprises s'y intéressent vraiment, et je suis convaincu que cela se produira. Nous verrons une croissance significative et nous disposerons de nouveaux outils pour améliorer la situation actuelle. Et certainement, c'est quelque chose que je crois fermement que nous devrions tous, en tant que chirurgiens spécialisés dans le rachis, tenter de maîtriser et d'avoir dans notre boîte à outils afin de l'utiliser lorsqu'un patient particulier nous est présenté. Et il existe quelques articles de synthèse ainsi que des articles de référence que nous pouvons utiliser dans cette présentation. Merci beaucoup pour votre attention.